Conférence de ce soir, le thème c'est comment éviter une rupture. Je me suis penchée sur le sujet parce que je suis en train de construire une formation en ligne sur le thème de la séparation douloureuse, comment sortir la tête de l'eau, tout ce qui est problématique autour du deuil et de la rupture. Et je trouve que c'est important parce qu'on est tous plus ou moins passés par là. Moi, je suis aussi dans une période consécutive à un deuil amoureux. Donc, ça me questionne, ça me concerne. Ça concerne en général pas mal de gens, ces histoires de séparation qui sont quand même douloureuses. Et j'aime beaucoup l'idée du couple quand même, et du couple qui perdure. Des fois, il y a des gens qui me renvoient, mais vous êtes désabusés, vous ne croyez pas au couple, parce que je travaille pour l'autonomie. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup travailler les individus sur comment devenir plus autonome affectivement, sortir de la dépendance affective. Mais néanmoins, je trouve que faire un couple heureux, un couple qui perdure, c'est quand même chouette, quoi. C'est quand même une direction sympa, d'accord ? Et il y a quand même, je rappelle, beaucoup de couples heureux. Et il y a la moitié des couples qui explosent en vol. Un couple sur deux explose en quelques années, mais il y en a d'autres qui restent soudés quand même. C'est une information. S'il y en a la moitié qui divorcent, il y en a la moitié qui restent ensemble. Donc c'est une vraie aventure. Et j'avais envie de travailler sur le thème, avant qu'il ne soit trop tard, comment éviter une rupture, parce que ça fait quand même mal. Affectivement, c'est le détachement émotionnel à quelqu'un envers qui on s'est attaché, c'est compliqué quand même. C'est douloureux, c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se séparer, parce que ça renvoie à la notion de séparation, hein, d'être seul au monde, de se détacher de la personne avec qui on avait des repères. Hein, c'est surtout ça, quand on est en relation et qu'il y a un attachement émotionnel assez intense, il y a beaucoup de repères, il y a beaucoup de bons moments, et il y a comme si on confie un peu une figure parentale, on donne le pouvoir à quelqu'un qui est censé nous soutenir, nous protéger, nous envelopper, nous cocooner, nous choyer, nous louanger. Et c'est vrai que c'est compliqué de se séparer parce que ça fait penser à la figure maternelle ou paternelle qu'on n'a peut-être pas eue, telle qu'on l'aurait aimé, et qui d'un coup s'en va. On est obligé de l'abandonner parce qu'il nous lâche, ou on le lâche pour des raisons qui nous incombent. Donc la séparation, c'est quand même toujours en général quelque chose de douloureux. Et donc j'avais envie de dédier cette conférence sur comment éviter la rupture, si encore est-ce possible. Alors évidemment, je vais développer la partie comment éviter, les outils pour éviter une rupture. J'ai quelques idées, je pense que vous en avez aussi. Peut-être que vous pouvez compléter aussi avec vos propres idées sur comment vous avez peut-être fait pour éviter des ruptures douloureuses. Et puis je ferai aussi l'antithèse, je fais toujours thèse et antithèse. Hein. Comment ne pas éviter une rupture quand vraiment la relation est pourrie ou malsain, et que à un moment donné, il ne faut peut-être pas s'enliser, ça peut devenir un poison à force d'insister, de faire des allers-retours, et j'y retourne parce que j'arrive pas à me séparer, et peut-être qu'il y a de l'espoir et peut-être. Enfin, voilà, donc voilà, il y a les deux points de vue qui se valent. À la fois éviter une rupture, parce que c'est quand même chouette de pouvoir faire perdurer un couple et d'aller au-delà des obstacles. L'aventure, je dis souvent, l'aventure du couple, c'est une aventure. Il y aura des obstacles. C'est pas un truc qui se fait de manière magique, c'est fluide, on s'aimait, on s'aimera toujours, et que voilà, on n'a pas besoin de mettre le nez dans les problématiques en les analysant et en regardant qu'est-ce qu'on peut mettre de la conscience et comment on peut rebondir, régler les problèmes inhérents aux obstacles sur la route. C'est pas un truc qui se fait tout seul, quoi. Moi, je le dis sans arrêt, mais je t'aime, et puis après, je te quitte parce que je t'aime plus, mais ça ne veut rien dire du tout, quoi. C'est pas que je t'aime pas, et je t'aimais pas plus au début. C'est juste que tout était fluide, ça avait l'air tout cool. Et après, il y a des obstacles, parce que dans toute aventure du couple, il y a des obstacles. Donc, il va falloir y veiller, franchir les obstacles un par un, les crises, et puis voilà, voir comment on s'y prend pour rebondir sur ces crises. Néanmoins, tous les couples, un couple sur deux, ne passera pas le cap. Déjà, ça me permet, en associant, de vous parler Je reparle ici, je l'avais déjà abordé, mais je redis pour ceux qui n'ont pas écouté les 500 conférences que j'ai déjà données. Il y a 5 étapes dans le développement du couple. C'est comme les étapes du développement de l'enfant, mais là, c'est dans les étapes du développement du couple. Tu as l'étape 1, qui est l'étape de la rencontre,
on appelle aussi ça la force de l'attraction. Force de l'attraction, c'est je suis attirée, il y a une alchimie, il y a un accordage avec une personne dans le début de la rencontre, on appelle ça la fusion, la trouvaille, je ne sais pas, mettez le mot que vous, la fusion, enfin, mettez le mot que vous voulez, c'est la partie lune de miel, d'accord? Donc c'est la rencontre, l'attraction, la force de l'attraction. Dans l'étape 2, on a la différence. On va commencer avec le temps à évoluer vers la rencontre de la différence, avec la désidéalisation, hein, on n'est plus complètement aveuglé par les qualités de l'autre, on les gomme plus, on voit les différences qu'on ne voyait pas avant ou pas assez, ou de manière charmante, puis après c'est moins charmant. Et donc, et c'est ça, au début, c'est... Ah oui, c'est sympa, oh, ça c'est pas grave. Bon, et donc après, on va se taper, c'est le travail de l'acceptation de la différence, et donc on va appeler ça la confrontation. C'est l'étape 2 du couple. Hein. Souvent, là, en général, ça passe ou ça casse. Parce que on veut tellement que l'autre soit notre miroir et notre jumeau, et pense comme nous, comprenne comme nous, agisse comme nous, voit les choses comme nous, etc., qu'il y a une très grande difficulté sur l'acceptation de la différence. Des fois, c'est juste impossible. Et même parfois, c'est salutaire. Quand il y a trop de différences, ça je vais le développer aussi, de ne pas donner suite et de ne pas insister quand vraiment les écarts de valeur font ça fait le grand écart. Hein. Donc bon, mais voilà. Mais ce travail de l'acceptation de la différence, ça va être une grande partie de cette confrontation, cette opposition, sous forme de bagarre en général, qui est deux personnes qui sont individuées, qui disent moi c'est moi, et c'est les luttes de pouvoir. Moi j'ai raison, viens dans ma direction, mais non, moi j'ai raison, viens chez moi. Donc voilà, donc c'est cette phase-là qui dénote de la lune de miel et qui en général est mal traversée. Parce que déjà la plupart des couples ne s'attendent pas à ce qui est cette étape-là. Ils trouvent, ils savent pas, ils n'anticipent pas. Donc ils se disent, ah mais non, on devrait revenir comme, on s'aimait avant, donc ça devrait redevenir fluide comme avant. Ben non, il va y avoir une étape qui s'appelle la confrontation des différences et il va falloir la traverser. En négociant ou en s'arrêtant ou en voyant qu'est-ce qu'on fait de ces différences. Mais l'idée étant de s'enrichir sur les différences qui sont négociables. Bon, ce qui n'est pas simple. Après, on a après la confrontation, le côté punching ball, les luttes de pouvoir, etc. On va retrouver la partie 3, c'est les retrouvailles. On appelle aussi la dimension du lyrique, qui est, est-ce qu'on peut... Donc on ramène de la paix. Hein. On ramène de la paix, on ramène de la sécurité après cette étape un peu chaotique de l'acceptation de la traversée des différences, la difficulté d'accepter les différences, qui est un peu raide quand même. On va s'opposer. On revient hein, sur l'étape on revoit à peu près ici, si je fais un parallèle avec les étapes du développement de l'enfant. Hein. L'enfant s'oppose à un moment donné, il proteste, il dit non, 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 moi c'est moi, toi c'est toi, je veux faire comme moi je veux. Voilà. Et ça, c'est l'étape 2 et l'étape 3, c'est l'apaisement de ok, on va remettre de la sécurité dans le couple, tout en acceptant que chacun voit les choses un peu différemment. On s'accepte plus, je dirais inconditionnellement, même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais on accepte plus l'autre dans sa différence parce qu'à cette étape, normalement, ce qui va permettre d'éviter une rupture, on est d'accord de ne pas tout partager ensemble. On est d'accord d'avoir nos espaces, d'être responsable de nous aussi, d'être responsable de répondre à nos besoins, de ne pas tout attendre de la relation, que l'autre n'est pas forcément notre protecteur, notre meilleur allié, notre meilleur confident, il n'est pas forcément à notre service du matin au soir. Et donc on se prend plus en charge au sein du couple. Hein, on devient une cellule moins fusionnelle, mais plus deux êtres individués qui se séparent et qui ne partagent pas tout ensemble. Et donc là, on est sur quelque chose de plus apaisé, qui est l'étape qu'on appelle les retrouvailles, le lyrique, etc., pour aller sur un chemin. Alors, il y a peut-être, moi, je ne vois pas la 5e étape. Enfin, la 4e, c'est l'étape, c'est agapé en général. Ça, c'est les couples qui vraiment chemine vers quelque chose de plus spirituel, je dirais. Agapé, hein, c'est l'amour qui inclut philia et l'amour désintéressé. C'est un amour profond, comme dirait... J'aime bien Comte Sponville, je l'écoute souvent, il dit ça comme ça, c'est un amour vraiment... d'un attachement vraiment profond, c'est vraiment l'amour, amitié, mais il n'y a plus cette... on est en contact avec la réalité. Dans cette étape-là, on ne cherche plus à être dans la passion, dans l'idéal romantique, dans
C'est un amour beaucoup plus profond et plus durable que simplement ce truc de l'épanouissement individuel au sein du couple. Je veux tout, je ne peux pas renoncer, il faut que je ne supporte pas d'être que sur une personne parce que je vais renoncer, je vais rater des expériences. Ça, c'est pour les périodes où on veut tout, on veut rien lâcher. Enfin voilà, donc vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est des étapes comme ça du développement. C'est du développement du couple. C'est intéressant de le savoir parce que si on veut éviter une rupture, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des étapes. Il faut voir venir les choses plutôt que de subir quoi, en disant bah oui, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Ça va être important de mettre de la conscience sur ce que l'on traverse. Ce n'est pas surprenant pour la plupart des couples, parce que c'est l'aventure du couple qui fait ça. Et comment on va pouvoir, moi je suis thérapeute de couple aussi, comment on va pouvoir mettre de la conscience sur les mécaniques relationnelles, sur nos névroses complémentaires, et voir un peu comment on peut ajuster, renégocier des choses quand on est au bord de la rupture. Alors, la rupture c'est difficile, je reprends le thème de la rupture, parce que quand on perd la relation, on ne perd pas que la relation, on perd aussi le fait d'appartenir au système couple. Et vous le savez, c'est pour ça que j'ai dit on perd des repères. Le système couple, je suis la femme d'eux, je suis officiellement avec un tel, d'un coup, vous redevenez célib, solo. Et je dis comme ça parce que c'est un peu péjoratif, mais c'est genre GTA 1, c'est l'image du système et on sort du système. Et vous savez qu'on a besoin d'appartenir à des groupes ou à des systèmes, quoi. Donc là, c'est l'équipe du 2. Le couple, c'est l'équipe du 2. Et là, on se retrouve sans équipe. Donc, ça modifie le regard des autres sur moi et ça modifie le regard que j'ai de moi sur moi. Si je suis solo, je ne suis pas comme à deux. Voilà. Et il peut y avoir des gens qui sont plus sensibles. Ah, mais je ne suis plus en couple, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça y est, je suis seule, j'ai tel âge, j'ai encore pas trouvé de mec. C'était celle de ce matin. Et j'ai 34 ans, j'ai pas fait d'enfant, mon Dieu, je vais passer pour une naze, je veux absolument un enfant, mais comment je fais? Bon, c'est un classique du genre, hein. Mais bon, voilà, mais ça modifie le regard. Je suis en couple, je suis plus en couple. Il y a des personnes qui s'effondrent avec ça, qui sont très mal à l'aise avec ça. Donc, faire perdurer un couple, ben, c'est important. C'est pas une histoire de morale d'ailleurs. Et un couple, ça ne se fait pas tout seul, comme je l'ai dit, il faut s'y intéresser. C'est une histoire d'engagement, c'est une histoire de relation. Souvent, la rencontre, c'est on démarre une relation, et puis ensuite, on fait un petit essai de quelques mois en couple, et puis ensuite, on se définit en couple. Alors des fois, il y a des gens, quand ils disent « j'étais célibataire ben, », ça y est, j'ai trouvé mon potentiel prince charmant ou princesse charmante, et ça y est, maintenant, je suis en couple, c'est le passage. Souvent, c'est les emmerdements arrivent. Parce que ça te fait rigoler. Mais en plus, c'est vrai. Parce que tant que je ne suis pas en couple, tant que dans mon esprit, je ne suis pas en couple, la relation est légère, il n'y a pas d'enjeu, je me lâche, c'est fluide, tout va bien, madame la marquise. Et d'un coup, je pars en couple, il y en a qui bug complet. Mais c'est vrai, hein. Il y en a qui disent, ça y est, je suis en couple. Alors, tout est bien sérieux, il y a des enjeux, il ne faut plus faire ci. Alors là, ça y est, je suis crispée, je suis tendue, il faut que j'y fasse plaisir, il faut que je lui présente mes parents, il faut que je lui présente mes amis. Enfin, tout devient hyper sérieux, hyper carré. Donc, il y en a qui se mettent beaucoup de pression avec « ça y est, je suis en couple ». Et c'est comme si, ça y est, il y avait un revirement, une grosse bascule entre « je ne suis pas en couple » ou « je suis en couple ». Alors, pour cela, je leur conseille toujours, je leur dis écoutez, enlevez le mot couple de votre vocabulaire, là, parce que ça fait des bugs, ça vous fait des peurs de l'engagement, ça c'est la prochaine conférence d'ailleurs. Gardez je suis en relation, il y aura moins d'enjeux et moins de pression pour bien faire, pour réussir ou pour je sais pas quoi. Ça c'est plus tranquille. Oui. Bon, ça c'était la parenthèse. Mais quand on décide qu'on est en couple, il y a cette notion de l'engagement sur laquelle je reviendrai dans la prochaine, conférence. Mais c'est vrai que s'engager, c'est vraiment décider d'approfondir une relation et de dépasser les fameux obstacles du couple si possible. Donc ça prend une autre dimension. Important cette histoire du couple parce que dans la dimension relationnelle, quand il y a quelqu'un qui est en couple avec moi, je me sens exister à travers le regard de l'autre. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué quand il y a la rupture, qui me fait me sentir exister.
Et ça structure d'avoir quelqu'un qui te louange, qui te regarde, qui te prend dans les bras, qui te dit, voilà, qui te dit qu'il t'aime, ou même s'il ne te le dit plus, mais tu sens qu'il y a quand même quelqu'un. Et c'est vrai que le fait de donner, recevoir de l'amour, ça structure, il y a quelque chose quand même de structurant. C'est pour ça que les gens tiennent au couple et qu'ils ont du mal à rompre, parce qu'il y a cette histoire de je me sens exister dans le regard de l'autre, et tu te sens, et je te fais exister dans mon regard, quand je te fais savoir que tu es mon objet d'amour. Et ça, c'est puissant. Ça renvoie au truc de bébé et d'enfant, cette espèce de connexion qu'on avait quand on était petit et qu'on cherchait à capter l'attention du parent socle, du parent soi-disant appel à la sécurité. Et c'est pour ça que c'est tellement compliqué pour certains de se séparer et qui vont tout faire pour s'agripper, parce qu'il y a cette histoire de je me sens exister à travers ton regard. C'est pas simplement ça me fait du bien, c'est je me sens exister. On est dans l'ordre de l'existence, tu vois. Ça veut dire que si tu disparais de ma vie, je vais plus me sentir exister. Mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de se détacher, hein, et on parle de détachement émotionnel lors des ruptures, mais je pense que c'est surtout à ça qu'on a affaire. En tout cas, nous les psys, on sait que ceux qui se séparent, ils ont affaire à cette histoire de se sentir exister ou pas, ou plus. Alors qu'en fait, vous vous séparez de quelqu'un, vous continuez d'exister, la preuve, vous êtes encore vivant. Vous n'êtes pas mouru dans l'histoire, il n'y a pas de danger de mort. Mais c'est comme si on le vivait à l'intérieur de nos cellules, comme s'il y avait l'autre ne me regardait plus, mon partenaire ne me regarde plus, je ne me sens plus exister quelque part. Alors évidemment c'est faux, mais c'est vécu comme ça de l'intérieur, à un niveau très profond, et notamment pour les enfants, enfin les adultes qui étaient enfants avant et qui n'ont pas eu ce socle de sécurité, ils sont encore plus perdus au moment de la séparation. Voilà, donc c'est pour ça que quand on est en couple et qu'on veut le rester, ce qui va être important pour garder ce contenant là, parce que le couple c'est comme ça donne une espèce de cocon, de contenant, de sentiment de sécurité aussi, souvent, grâce à l'engagement, bah, c'est de donner du temps au couple. On va le voir que dans les outils pour éviter une rupture, très souvent les couples qui durent, enfin qui commencent à faire des enfants ou qui sont, bah, comme tu l'as dit, commencent à être dans une routine, ou qui ont tellement de logistique, le boulot, les enfants, le machin, enfin ils sont tellement dans leurs histoires ou dans leurs passions, leurs activités, qu'ils ne donnent plus assez de temps au couple, mais au couple en tant que cellule à deux. Et donc, un des secrets des couples qui durent, c'est ça, hein, c'est d'être attentif à cette dimension relationnelle qui a créé le couple, et de faire attention à ne pas tomber dans la fraternisation. Ça aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais très souvent les couples qui durent et qui sont un peu dans la routine, ils peuvent devenir des confidents et frères-sœurs. Hein, des relations frères-sœurs et plus des relations d'adulte à adulte. Pourquoi? Parce que frère-sœur ou père-mère, ou père-fils, ou mère-fils, père-fille, enfin, vous avez vu. Donc quand il y a de l'énergie père-fille, il y en a un qui joue au papa et l'autre à la fifi, ou l'inverse, vous avez compris, ça donne des relations avec de l'énergie incestuelle. Donc il n'y a pas de sexualité, enfin c'est difficile d'avoir une sexualité avec une énergie incestuelle. Ça ne marche pas. Vas-y, vous pouvez vous installer. Hein. Allez-y. Donc, je reprends. Donc, je disais attention à la dimension relationnelle qui est celle du début de la rencontre, qui est vraiment l'attraction. Je te parlais de la force d'attraction au début. On est beaucoup dans la relation. On prend soin de la relation à deux. On passe du temps ensemble, à faire des choses ensemble. On fait circuler les mots doux, des choses comme ça. Et après, quand le couple s'installe et qu'ils sont partis dans des trucs, des activités, machin, voilà, que c'est en sécurité, une fois qu'ils se sentent en sécurité, bah, ils ne consacrent plus cette attention du départ qui est on prend soin de notre couple en tant que système, en tant que cellule, qui était la dimension du départ. Et la fraternisation, ça peut être assez... Moi, je l'ai vécu dans un couple aussi, c'est pas terrible. Parce qu'à force de se connaître et de faire beaucoup de choses ensemble, on peut donner des relations frères-sœurs, ou père-fille, ou mère-fils, etc. Et ça ne marche pas très longtemps, parce que la dimension de la sexualité, elle va être dégagée. On va voir d'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard, mais souvent, un des ciments du couple, ça peut être de relancer la sexualité si elle est bloquée.
notamment par rapport à des problèmes de fraternisation, enfin quand c'est possible de débloquer. Après, il y a des astuces, hein, il n'y a pas que les sexologues qui travaillent sur la sexualité bloquée, mais en thérapie de couple, on peut voir les problématiques psychologiques qui sont liées à des sexualités bloquées, frère-sœur ou père-fils ou mère-fille, enfin des trucs comme ça. Voilà. Alors, ah oui, je voulais dire aussi sur les 5 langages de l'amour, c'est important aussi de garder cette idée des moments de qualité. Je pense que je vais refaire un petit point sur les 5 langages de l'amour, parce que très souvent les couples qui durent et qui sont au bord de la rupture, ils n'utilisent plus les 5 langages de l'amour. C'est genre, on a oublié. Alors bon, c'est le basique, je pense que vous le connaissez ce truc-là. Hein. Alors j'ai un PowerPoint que je vous laisse sous la vidéo. En replay, vous aurez la vidéo en replay et vous aurez mon PowerPoint en libre accès. Donc là, je l'ai écrit là, mais je le dis vite. Mais juste un rappel des 5 langages de l'amour qu'il faut donc utiliser pour éviter une rupture. Parce que sinon, quand on est à 2 doigts de rompre ou quand on n'est pas loin de la rupture, on est beaucoup dans les reproches et les problèmes. On n'est pas du tout orienté sur les langages de l'amour. On est branché sur ce qui ne va pas et ce qui ne va pas et ce qui ne va pas. Et ce qui devrait changer. Pourquoi pas? Mais à un moment donné, les langages de l'amour, on a oublié. Donc si on ne met pas son attention sur tout ce qui est faire circuler les signes positifs, tendresse verbale et physique, on ne fait plus que voir les problèmes. Donc on les grossit en fait. D'où l'intérêt de connaître et de revenir aux 5 langages de l'amour, que je vous rappelle, que vous les connaissez, mais je vous les rappelle. Donc il y a les paroles valorisantes, compliments, mots doux, encouragement, remerciements. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire hein, quand vous êtes en relation. Je suis fière de toi, tu es magnifique aujourd'hui. Bon voilà, c'est toutes les petites louanges de gratitude. Hein, okay. Les moments de qualité, hein, et selon chaque individu, il y en a qui préfèrent ou ça, un des 5 langages. Donc il faut savoir le canal aussi de votre partenaire ou de votre prochain partenaire avec qui vous serez. Bah oui, si vous êtes. Alors l'ancien c'est trop tard. Là vous êtes peut-être avec un nouveau ou pas ou prochain. Voilà, en tout cas c'est toujours bon à savoir. De toute façon pour votre gouverne c'est toujours bon à savoir connaître les 5 langages de l'amour. C'est Gary Chapman quoi qui avait écrit ça. C'est un best-seller. Enfin bon bref. Vous trouvez ça partout. Les moments de qualité, donc ça c'est passer du bon temps ensemble. C'est pour ça qu'on a dit que les couples qui durent souvent ils sont dans la routine, ils oublient de focaliser là-dessus, ils passent plus des bons moments de qualité ensemble, sans distraction, avec vraiment une attention, une vraie présence, comme on fait au début de la lune de miel. Tu sais, on est vraiment là, on se regarde dans les yeux, il n'y a que la connexion qui compte, et là, comme ça, le monde disparaît chez les amoureux. Ben voilà, c'est ça, tu vois, retrouver cette attention, cette force d'attraction qui était là au départ. Bon, j'ai oublié un truc, mais je le redirai après. Je termine ça. Les cadeaux, 3e langage de l'amour, les petits cadeaux, des petits, des grands cadeaux, pour montrer qu'on pense à l'autre. Alors, il y en a qui aiment bien les cadeaux, ça dépend des gens, mais petites fleurs, un petit bijou, petite surprise inattendue, un petit voyage. Ah, tiens, ma chérie, je t'emmène à Vienne, je ne sais pas où, ce week-end, ou je ne sais pas quoi, ou un petit resto, enfin n'importe quoi. Ouais. Donc, il y en a qui aiment bien les petites attentions comme ça, qui sont sensibles. Les services rendus, moi c'est mon truc ça, faire quelque chose pour aider ou soulager l'autre. Ça c'est la notion du soutien dans le couple, qui est, voilà, moi je sais bricoler, toi tu sais pas, donc je vais faire le plombier pendant que toi tu fais la cuisine, par exemple. Bon voilà, donc les services rendus, préparer un repas, aider dans les tâches ménagères, rendre un service. Et puis il y a le toucher physique, comme je disais tout à l'heure. Les câlins, les bisous, la tendresse, se tenir par la main sur l'épaule, enfin toute la partie étreinte, les hugs, les gestes tendres. Et ça, c'est nous les êtres humains, on a beaucoup besoin d'être touchés en fait. On est comme des petits. Il ne faut pas oublier que la dimension du toucher, elle est quand même essentielle. Et peut-être là, j'ai peut-être affaire à pas mal de célibataires. En général, j'ai beaucoup de célibataires. Ils sont souvent en pénurie, les célibataires. Et c'est d'être pris dans les bras comme ça, d'être contenu, d'être touché. Pas que regarder, mais c'est de toucher. Donc c'est important cette dimension sensorielle, enfin contenante. Ça donne un sentiment de sécurité. Et n'oubliez pas d'aller vous faire toucher, masser, voilà. Trouver des idées, trouver des astuces pour, pour vous faire toucher, mais en sécurité, en vous respectant, sans risquer. J'ai pris un chat. Voilà, un chat, mais c'est pas quelqu'un. Oui, alors c'est bien, moi aussi j'en ai, mais c'est pas toi qui es touché, tu vois. Mais c'est bien aussi. Enfin, faut trouver des idées
pour cette dimension du toucher qui est tellement essentielle chez les bébés, hein, qui sont touchés, qu'on apporte les bercements aussi, enfin quelque chose de doux et d'enveloppant et de contenant, que souvent on manque, dont on manque quand on est au bord de la rupture, ou même déjà au bord de la rupture, il n'y a plus cette sécurité, donc on est plutôt en méfiance. Et donc du coup, on n'a plus cette sensation d'être contenu, d'être enveloppé, etc. Donc n'oubliez pas de trouver des stratégies pour donner corps à ce langage du toucher physique qui est tellement essentiel. Oui, j'avais oublié de dire un truc tout à l'heure, je termine. J'avais dit petit 1, je n'ai pas dit 2 et 3. J'avais dit, le couple, il y a 3 forces dans le couple. Il y a la force d'attraction, qui va faire que le couple va durer, qui est revenir, là, ce qu'on vient de dire, les langages de l'amour, pour refaire vivre la force d'attraction. Sinon, souvent, au bout d'un moment, la routine et l'usure du désir et tout ça fait qu'on se lasse. Tu as la force de cohésion aussi, qui va faire en sorte que les couples durent plus longtemps que d'autres. La force de cohésion, c'est les projets qu'on mène ensemble, les décisions de projets. Par exemple, on va décider d'un projet de vacances, ou on va peut-être travailler sur un truc ensemble, ou je sais pas. Enfin, la force de cohésion, c'est qu'est-ce qui va nous souder, que l'on va décider pour augmenter la cohésion. Et souvent, c'est ou construire une famille, ou construire une maison, ou je sais pas. Qu'est-ce qu'on va créer comme projet qui va nous consolider, qui va faire en sorte que notre système devient vraiment un système à deux, une équipe à deux, et qu'on a des projets ensemble. Alors ça, c'est la cohésion. Et il y a des personnes il y a des couples qui, à force de faire plein de trucs tout seuls de leur côté, chacun de leur côté, alors ça on le voit dans les couples qui travaillent beaucoup séparément et qui se voient que le soir, et qui, quand ils partent à la retraite, ils se retrouvent ensemble et ils se séparent parce qu'ils ont tellement eu des vies séparées, finalement ils ne se connaissent pas, ils n'ont plus aucun intérêt à être ensemble, tu vois. Bon. Donc ça, il n'y avait pas de force de cohésion, tu vois. C'était chacun dans sa life, et puis bon, voilà, c'est confortable. Donc ça, c'est la force de cohésion. Et la troisième force, c'est la force de coercition, qui est ce qui provient des événements extérieurs et qui agit et qui influence sur le couple. Comme par exemple, je sais pas, par exemple, si moi j'habite ici et je choisis un partenaire qui habite à 600 km à Paris, et moi je suis à Montpellier, ça c'est, voilà, il y a un décalage qui fait que est-ce que notre couple va durer parce qu'on est très loin. Ça, c'est des événements qui dépendent, des facteurs qui dépendent de l'extérieur. Ça peut être la famille, la belle-mère qui influence et qui fait en sorte qu'on se sépare. Ça peut être, en fait, c'est tout ce qui vient de l'extérieur et qui vient influer la force de coercition, qui fait que notre couple ne peut pas perdurer. Ça peut être aussi, moi je veux faire un enfant, tu veux pas faire un enfant, enfin des trucs comme ça, qui fait que, voilà, on va pas pouvoir faire couple ensemble, parce qu'il y a des événements qui viennent de l'extérieur, qui viennent influencer et générer la rupture. Bon, donc vous vous rappellerez force d'attraction, de cohésion et de coercition. Donc il faut les 3. Alors, autre chose, quand vous êtes au bord de la rupture et qu'on veut sauver notre couple, c'est en général là où je vois l'arrivée les gens en thérapie de couple, hein, puisqu'ils veulent sauver leur couple. Alors des fois, il y en a un des deux qui veut sauver le couple et pas l'autre. C'est fréquent, il faut le dire. Donc il y en a un qui ramène l'autre, viens chez Annick ou viens chez le thérapeute de couple, on va faire une thérapie, ça va te faire du bien. Voilà. Donc ils sont un peu forcés. Et ça ne peut pas marcher, parce que ça ne marche que si les deux partenaires ont envie de mettre de l'énergie au service de sauver le couple. S'il y en a un qui est résigné et qui n'y croit plus, on ne peut pas forcer, on n'a pas le contrôle sur l'autre, on ne peut pas forcer l'autre à avoir envie d'investir le couple. C'est mort, en fait. Moi, j'ai un couple comme ça là, que j'avais cette semaine, où le mec, ça fait 2 ans qu'il est au pied de sa nana, parce qu'il veut sauver son couple à tout prix, parce que lui, c'est un enfant divorcé, mais un enfant divorcé où ça s'est mal passé, il s'est mal adapté, et donc lui, son rêve, c'est de ne pas faire capoter la famille, d'accord? Donc c'est son truc, puis je pense qu'il aime sa femme, en plus, il y tient. Mais le problème, c'est pas lui, donc il reste, il campe au sous-sol, enfin, bon, c'est un mec en plus qui a plein de pognon, qui réussit brillamment, enfin, il aurait vraiment les moyens de faire un autre plan, quoi. Mais comme il est attaché à sa femme, et surtout à la cellule familiale, il se met à ses pieds, il attend. Il dit un jour, elle va se réveiller, elle va se réveiller. Ça fait 2 ans qu'il attend, quand même, le mec.
Un jour, elle va se réveiller, alors il y a ses petits soins, ils n'ont plus de sexualité, ils partagent, ils font colloque, quoi, même pas très sympa en plus, c'est moyennement sympa. Parce qu'elle, elle revendique le fait de se faire passer en priorité, parce qu'elle a passé tout son temps pour les enfants, elle a fait je sais pas combien de gosses, donc elle a passé tout son temps à investir la maison, le machin, les enfants, et elle s'est oubliée là-dedans, donc elle dit maintenant c'est fini, je fais de la thérapie, donc maintenant je me fais passer en priorité, et voilà, et hop, toi, bah, bon, elle est dans une période comme ça, très revendicative, et pourquoi pas, hein, elle a peut-être besoin de passer par ça, sauf que dans cette période, elle ne croit pas du tout au couple, elle n'a pas envie de sauver son couple. Elle veut bien faire de la coloc, elle veut bien faire frère-sœur. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Je peux? Ah oui, asseyez-vous, hein, asseyez-vous. Oui, prenez place. Donc j'étais sur l'exemple que je donnais. Alors, je continue parce que c'est intéressant comme exemple. Donc lui, il veut absolument sauver son couple. Alors, il l'emmène en thérapie de couple quand même, hein. Donc elle vient une fois, deux fois, trois fois. Bon, on voit qu'elle fait des efforts quand même pour venir. Pas pour rester avec, mais pour venir. Mais qu'elle met pas, elle n'a pas beaucoup d'énergie là-dedans, quoi. Et la quatrième fois, je l'ai eu tout seul parce qu'elle voulait vraiment plus venir. Elle aime bien les séances avec moi, c'est pas le problème, hein, elle aime bien. Hein. C'est pas moi, c'est le fait qu'elle n'a pas envie d'investir de l'énergie pour sauver son couple. Elle n'en est pas là. Elle veut vraiment vérifier qu'elle peut être indépendante, qu'elle peut avoir sa maison, son boulot, son machin sans son mec. Voilà, donc elle en est là. Elle n'y croit pas. Donc je lui ai dit, mais à un moment donné, je lui ai dit, mais réveille-toi. Je parlais à cet homme, je lui ai dit, mais tu vas rester combien d'années là au service de la princesse en attendant qu'elle se réveille? Elle ne se réveille pas. Donc souvent, je lui ai dit, tu peux faire un truc. Tu lâches l'affaire, c'est-à-dire que tu menaces concrètement, tu pars, enfin, tu mets en place une action comme quoi tu restes plus là à son service, là, à attendre je sais pas quoi. Et donc, tu verras si elle se réveille ou pas. Soit elle se réveille, soit elle se réveille pas. Mais au moins, tu mets un acte, t'avances, tu places un acte concret comme quoi tu n'es plus à ses pieds en mode j'attendrai le jour et la nuit, quoi. Voilà. Bon, donc quand il y a un des deux partenaires, tout ça pour dire que quand il y a un des deux partenaires qui n'y croit plus, on n'a pas la baguette magique pour le forcer à rester dans le couple. On n'a pas le contrôle sur l'autre. Si le partenaire ne... Alors ça, c'est s'il n'y croit plus, mais si, par exemple, vous touchez une limite, par exemple, moi je donne un exemple personnel, le couple d'avant où ça s'est arrêté, c'est parce que moi, on était dans un couple ouvert, bon, c'est pas très classique, mais c'est comme ça, et d'un coup, moi j'ai voulu fermer, c'est-à-dire j'ai voulu passer d'un contrat non exclusif à un contrat d'exclusivité, d'accord? Parce que j'étais jalouse. Bon, donc c'était ma limite, je ne pouvais plus gérer. Alors, donc j'ai dit maintenant, on va changer de contrat, d'accord? Parce que c'est pas possible pour moi. Et il m'a dit oui, c'est une bonne idée, mais il n'a pas voulu changer. Je comprends, il m'a dit je comprends, tu souffres, ben, je comprends très bien, hein, mais je ne peux pas changer, d'accord? Donc si le partenaire ne peut pas changer ou ne veut pas changer, ou en général ne peut pas changer, eh ben, vous n'allez pas faire un couple toute seule, hein, parce que ça touche sur les limites en fait. Le problème c'était mes limites. Mais c'est un exemple, il y a plein d'autres exemples où ça touche sur vos limites et que ce n'est pas négociable, parce que ça vous met en mode survie et que vous n'avez pas les moyens de gérer mieux que ça. Hein. C'est pas que vous n'aimez pas l'autre, mais que ça vous colle. Il faut sauver votre peau dans les couples des fois. Hein. Donc ça, c'est des bonnes raisons de partir parce qu'on sauve sa peau en disant mais là, c'est bien gentil, mais là, je peux pas, je peux plus, ouais, je peux point. Voilà. Et si l'autre vous dit oui, mais en fait, il comprend, et ça aussi, c'est des raisons plutôt de rupture. Là. C'est-à-dire il comprend, mais il change pas. Soit effectivement, il dit oui, ok, je peux changer, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait des actes. Hein. Il faut qu'il y ait des changements concrets. Il faut tester, ce que je dis souvent, mais donnez-lui 2 mois, 3 mois, une deadline pour voir si vraiment il y a des petits pas qui vont dans la direction du changement. S'il n'est pas en mesure ou elle n'est pas en mesure de changer, ben, ça voudra dire qu'il va falloir lâcher l'affaire, quoi. Ce qui mène une séparation douloureuse parce qu'il y a en général beaucoup de bons moments quand même et des repères, etc. Mais c'est important déjà de vous respecter, de ne pas être en train de courir derrière quelqu'un qui ne peut pas changer parce qu'il ne peut pas changer. Point barre. Donc ça va être plus important de vous respecter. Autre exemple classique, dans des couples longs comme ça, il y en a un des deux qui a une crise et qui préfère la nouveauté. Souvent, un des motifs majeurs, c'est l'infidélité dans les couples. Hein. Ils sont en contrat d'exclusivité, puis il y en a un qui est infidèle parce qu'il en a marre. Un des deux a besoin de nouveauté. Bon, bref. Donc il part sur du neuf. Sur du neuf. J'aime bien, il part sur du neuf.
Je trouve ça drôle comme expression. Je pars sur du neuf. Et... et il vous laisse choir, d'accord? Donc, à quoi bon s'agripper à quelqu'un qui n'est pas prêt à renoncer à sa nouveauté, à son nouvel objet d'amour, dirons-nous, et à courir derrière bêtement mais sûrement? Je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux faire de son mieux et se respecter et arrêter de courir derrière quelqu'un qui ne vous veut pas, ou qui ne vous veut plus, qui vous voulait et qui ne vous veut plus. Sauf si vous acceptez de partager, mais en général, c'est très compliqué. Donc, je pense qu'il y a des moments comme ça, si l'autre ne veut pas changer, et qui ne peut pas vous choisir, là, dans cet exemple, qui préfère le neuf, eh ben laissez-lui la nouveauté. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir la baguette magique pour faire changer l'autre. Par contre, on peut proposer des orientations de changement en disant, voilà, ça, c'est juste pas possible pour moi. Moi, ce que je souhaiterais dans cette relation, quand il y a une crise, ça serait d'aller dans cette direction. Autre chose qu'il faut identifier pour éviter la rupture, c'est les causes de dysfonctionnement. Parce que bien souvent, les gens, ils me disent, ils me disent, mais il y a des disputes, donc on va se quitter parce qu'il y a des disputes. Non, non. La dispute, c'est le symptôme. C'est pas l'analyse du problème. C'est pas clair. Derrière les disputes, il peut y avoir un mal-être d'un des deux qui a été mal compris. D'accord ? Ça peut être des valeurs qui diffèrent. On change au cours des années, on n'a plus les mêmes points de vue, on n'a plus les mêmes valeurs, on n'a plus envie des mêmes choses ou des mêmes choses. Il y a des gens qui ne sont pas clairs. Moi, je sais que bon, je suis thérapeute, donc j'ai une facilité de mettre en clarté ce qui va et ce qui ne va pas, mais il y a plein de gens, ils ne sont absolument pas clairs. Ils ne sont pas du tout conscients de ce qui ne va pas, et donc ils aboient. D'accord ? Ça ne va pas, ils aboient, ils font des reproches. Mais ils ne sont pas en train d'être en mesure de dire qu'est-ce qu'ils ressentent, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent plus. Tu vois ? Ils agressent l'autre en mode reproche. Donc ça, ces couples-là, ils arrivent en mode dispute. Ils pensent que c'est ça le thème de la séparation, de la rupture. En réalité, ils ne s'écoutent pas et ils ne se comprennent pas sur c'est quoi le problème qui est derrière. C'est quoi qui est derrière ce mal-être. Donc, comme ils ne s'écoutent pas, ils ne se comprennent pas, et qu'ils communiquent mal, et ben forcément, ils vont se disputer. Ils vont tellement se disputer qu'ils vont se séparer pour cause de disputes. Mais en réalité, ils n'ont jamais pris le temps de vraiment se comprendre. Exemple, bien comme ça. Alors l'exemple d'hier, c'était par exemple, lui, il dit ils étaient un couple fusionnel. En général, les couples fusionnels, ça ne dure pas des siècles. Hein. À un moment donné, ça part en cacahuète. Donc, couple fusionnel, lui, il a besoin un peu de respiration. Il a besoin de faire de la musique, d'aller voir des amis, de ne pas être tout le temps collé à elle, d'accord, au bout de 2 ans. Et elle, même s'il parle à des amis, tout ça, elle commence à s'angoisser, elle est hyper insécure, il faut qu'elle toujours à la colle, quoi. Et donc lui, il lui dit, moi j'ai besoin de temps de respiration pour mieux se retrouver, tout ça. Bon, il exprime quand même. Et elle l'écoute, elle comprend, mais elle ne change pas, elle ne peut pas. C'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas s'empêcher de revendiquer, mais si je veux passer du temps avec toi, je te comprends, mais il n'y a rien qui change. Donc lui, il ne dort plus, enfin, le problème, c'est qu'à force d'être dans trop de fusion, il n'a pas de temps de respiration, donc il ne récupère pas, en fait. Il est trop collé, et ça étouffe. Et il avait besoin de temps de calme, en fait, de temps de repos. Bon, toujours est-il que dans cette histoire, ce qui est mal... Il y avait des disputes, du coup. Ils se prenaient la tête, ils se séparaient régulièrement. Dans cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce n'était pas l'objet des disputes. Le problème, c'est que lui, il pensait être compris par elle, parce qu'il disait, voilà mes limites, c'est le fait que j'ai besoin de temps de respiration en faisant autre chose que te voir toi tout le temps. Et elle le comprenait, mais elle ne le comprenait pas, en fait. Elle le comprenait sans acter, parce qu'elle était tellement insécurisée par le fait de sortir de la fusion. Elle ne pouvait pas imaginer sortir de la fusion. Il fallait qu'elle reste collée à son mec. Voilà, c'était le goût de la fusion, c'est le schéma fusion, en fait. Et donc, elle le comprenait, mais elle ne pouvait pas poser un acte de changement là-dessus, même si elle disait, oui, je comprends que tu as besoin de temps de respiration, c'est normal, mais elle ne pouvait pas bouger. D'accord ? Donc, on voit que les symptômes des disputes, ici, c'est des symptômes, mais il y a un manque d'analyse fine du problème, qui est le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que quand tu es dans un schéma fusion, c'est plus fort que toi, là, dans cet exemple, elle ne pouvait pas lâcher l'affaire.
même si elle comprend. Donc ça manque quoi? D'empathie. L'empathie, c'est je me mets à ta place, et non seulement je t'écoute quand tu me dis que tu as besoin de temps de respiration, je comprends, mais je comprends, c'est pas je comprends intellectuellement, c'est je comprends que ce qui est important pour toi ne l'est pas pour moi. C'est pas juste je comprends, ça me rentre d'une oreille, ça me sort de l'autre. Hein. C'est je comprends vraiment parce que toi c'est toi et moi c'est moi. Et donc je n'ai pas le même point de vue que toi parce que je n'ai pas le même corps, je ne vis pas les mêmes choses que toi dans ton corps. Donc si toi tu te sens fatigué, tu as besoin de passer des jours à te reposer sans me voir, c'est que tu le vis comme ça. Parce que toi c'est toi, moi c'est moi. Mais elle, dans le schéma fusion, on perd son identité. Donc on croit que toi c'est moi c'est toi. Donc si tu vis ça, moi je vis ça. Si je vis ça, tu vis ça. Donc c'est complètement confusionnant. Donc c'est pour ça que les histoires de disputes, très souvent, ça ne veut rien dire. Et que ça manque de discernement dans l'analyse fine du problème. C'est pour ça que les gens font des thérapies de couple en général pour avoir un peu plus de lucidité sur les problèmes. Bon voilà. Et donc en général, quand il y a des modes reproches comme ça, un des trucs qui est pas mal pour éviter une rupture, puisque je suis dans le thème éviter la rupture, c'est quand on a compris ce qui se joue, donc c'est rajouter de l'empathie, d'accord, vraiment de comprendre, d'entendre et de se mettre à la place de l'autre, mais en plus des fois de s'excuser. Par exemple pour les histoires d'infidélité, c'est pas mal de dire je reconnais que j'ai minimisé ou que j'ai pas bien compris, que c'était ta limite, que voilà, etc. Et donc de ne pas être trop orgueilleux quand on veut éviter les ruptures. Il y en a qui n'y arrivent pas à ça. Hein. Il y a des gens qui sont orgueilleux et qui n'arrivent pas à s'excuser parce qu'ils ont minimisé ou ils n'ont pas été assez empathiques avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils s'en réfèrent à leur point de vue. Dans cet exemple, par exemple, tu vois, elle était incapable de s'en rendre à son point de vue et donc elle ne pouvait pas s'excuser parce qu'elle n'y arrivait pas, parce qu'elle ne voyait même pas que c'était grave en fait, qu'elle ne voyait pas du tout comme lui en fait. Bon voilà. Donc on ne résout pas du tout en disant que c'est de la faute de l'autre. L'objectif n'est pas de trouver un coupable, mais de trouver une solution ensemble. Et donc il faut faire changer les choses quand on est au bord de la rupture, mais sans faire des promesses de dingue, des mots qui servent à rien. Je te promets, il y a aussi des gens qui disent ah, je te promets, je vais changer. Que ce soit dans les alcooliques, les addicts, les machins, ils disent souvent je vais changer, je le ferai plus jamais, etc. Puis ils n'y arrivent pas. Donc si c'est pas suivi d'actes, ça ne marche pas. Si vous êtes avec quelqu'un qui fait des promesses et qu'il n'y a pas d'actes derrière, il faut le confronter à poser des actes et donc à faire des tests et des deadlines. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis en disant bon, à quel moment, moi je veux voir dans le concret, dans la réalité, est-ce qu'il y a des opérations de changement ou pas. D'accord ? Et vous pouvez faire des tests comme ça. Alors, pour éviter la rupture, je continue. C'est pas mal de faire un bilan. Faites des bilans de couple, des fois. Enfin, je sais pas pour ceux qui... Est-ce qu'il y en a qui sont en couple, là, dans mon auditoire, ce soir? Non? J'ai que des célibataires. Ah, il y en a, quand même. Ah, ça me fait plaisir. Ah, bah, il y en a, voilà. Bon, alors, attendez, les coucous, là. Les coucous de tout. J'ai eu peur. Donc, ceux qui sont en couple, là, ce soir, est-ce que vous faites des bilans de couple ou pas? Bah, des bilans, c'est pas formel. Comme alors, attends, si tu veux parler, prends le micro, s'il te plaît. Ah, bah, ça rigole pas ici. Super, merci. Voilà. Donc, alors, il est dans le bon sens, c'est bon? oui, c'est très bien. Ça, ah, c'est pour enregistrer là-bas? Ouais. Bah, des bilans de couple, c'est pas formel comme ce que vous dites là, c'est pas un bilan de couple. Si. Bah non, on se dit pas, tiens, on va faire un bilan, ben, c'est justement, mardi. donc tu réponds, non, je ne fais pas de bilan de couple. Donc ma question, On c'était, fait faites-vous des bilans de couple, couple? mais de manière informelle. Informelle. Oui, alors moi je vais parler de bilan formel, et pas informel, justement, ça tombe bien que tu en parles. Donc je passe le micro à Rosine, qui est aussi je sais pas, est-ce que tu fais un bilan de couple? Est-ce que tu fais de temps en temps, pas tout le temps, mais un bilan du couple? Est-ce que vous êtes habitué à faire des bilans? Tu sais, avec un PowerPoint et tout, là, tu sais. Ouais. Ça consiste en quoi? Alors, un bilan de couple, c'est tu prends un temps conséquent, comme une réunion professionnelle, hein, et il y a des questions, et tu réponds aux questions. Par exemple, est-ce que tu es heureuse dans ce couple? Quelles sont tes attentes? Par rapport à l'investissement nécessaire, est-ce que tu reçois, est-ce que tu trouves que ton couple est à égalité? Par exemple, sur mon sentiment d'exister en tant que femme, en tant qu'homme, est-ce que je me sens reconnue dans le couple? Tu vois, il y a plein de questions. Est-ce que le partage des tâches est équitable? Comment les décisions sont prises? Est-ce que la communication est bonne entre nous? Quelle sorte d'intimité partage-t-on? Est-ce que je fais confiance à mon partenaire? Etc., etc., etc. Donc le bilan de couple, tu traites des questions comme ça. Voilà, par exemple, il y a des exemples de questions. Et évidemment, vous ne répondez pas comme ça. C'est travaillé quand même, un bilan de couple. C'est comme une réunion professionnelle. Hein. Donc chacun répond aux questions de son côté.
éventuellement vous les préparez, ou, et puis après vous faites, chacun répond pour sa part, et vous vous écoutez sans vous interrompre. Ou alors vous pouvez le faire question après question. Est-ce que tu es heureux dans ce couple? Toi tu réponds, et après ton partenaire répond, sans vous interrompre. D'accord? Vous prenez 5 minutes chacun pour répondre à la question. Donc il y a des... Mais c'est très protocolé, il y a un cadre. C'est-à-dire on ne parle pas comme ça, oui mais ceci, oui mais cela. Si vous parlez à bâton rompu, c'est mort. Parce que vous allez vous justifier en disant mais comment t'es pas heureux dans le couple? Et moi avec tout ce que je fais pour toi, mais c'est pas normal que tu sois pas heureux dans le couple. Et hop, c'est fini. L'autre il parle plus. Donc c'est des bilans, on le fait quand on est manager, hein. C'est pareil en réunion professionnelle, si vous avez pris des postes à responsabilité, quand vous commencez à poser la question à quelqu'un dans une réunion, vous ne commencez pas à lui couper la parole, vous l'écoutez jusqu'au bout, d'accord? Quand vous faites un brainstorming, c'est pareil. Vous ne commencez pas à dire votre point de vue en tant que manager. Vous attendez que tout le monde ait causé pour faire un travail de résolution de problème. C'est le même truc. En couple, c'est la même chose. C'est intéressant de faire des bilans de couple, et notamment pour éviter ces histoires de rupture, sans mettre de la conscience. Les problèmes, enfin, je ne suis pas contre les réunions informelles, sauf que l'informel, il y a un problème d'écoute. Les gens ne s'écoutent pas quand c'est informel. On ne s'écoute pas tant que ça. Tu vois, on s'écoute un peu là, mais on interprète ce que dit l'autre, on l'a déjà entendu, on sait, on prétend savoir. Donc on ne l'écoute pas vraiment. Laissez développer, par exemple sur la question, est-ce que tu te sens reconnu dans ton couple? Je ne sais pas si c'est des questions que vous posez souvent, tu vois. Est-ce que tu as vraiment confiance en moi? Est-ce que tu as toujours, ou c'est quoi la confiance que tu as en moi dans la relation, par exemple, qui est une question plus ouverte? Et donc, hop, chacun va dire où il en est, comment, tu vois, c'est un espèce de point météo sur le couple qu'on forme aujourd'hui. Et chacun, il va de ce qu'il ressent, en fait, de faire un bilan. Alors, c'est pas idiot pour... je vous dis, le couple est une aventure, c'est pas un truc qui se fait magiquement tout seul. C'est important pour moi de faire des points de régulation, comme des bilans, comme ça, et vous échangez profondément sur les vrais sujets. Déjà parce que vous avez des infos concernant l'autre que vous n'avez pas sinon. Si vous n'allez pas à la pêche aux infos, vous ne les aurez pas. Et ça vous permet de faire avancer le schmilblick quand même. Parce que vous avez les informations d'adulte à adulte. Et c'est moins sous forme de reproches, parce que si on vous fait des reproches, moi j'ai plus confiance en toi, c'est toujours pareil, tu es toujours en train de regarder la nana d'à côté, mais enfin comment? Bah oui, mais là, l'autre il va se mettre sur la défensive si tu veux. Il va pas avancer dans ta direction. Alors que si tu dis, mais moi, je sens que j'ai perdu la confiance parce que tu n'arrêtes pas de draguer les filles à côté et moi, j'ai pas confiance en toi. Bon, c'est pas la même chose de dire, moi, j'ai pas confiance et je me sens en insécurité dans cette histoire, plutôt que de lui faire des reproches toutes les 2 minutes. Vous voyez la différence? Voilà. Donc c'est important pour moi, selon moi, de faire de temps à autre, alors, pas passer la vie dessus, hein, mais c'est bien de vivre aussi, hein, mais il y a des moments, c'est pas mal de faire des temps de bilan, pour éviter des ruptures un peu à ce qu'on appelle des passages à l'acte, des ruptures comme ça, brutales, où à force d'avoir des reproches, ben on se quitte parce qu'il y en a marre et on ne se comprend pas, mais parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas vraiment l'autre en fait. Ah, pourquoi certains rompent aussi? Il y en a qui rompent parce qu'ils sont addicts. Alors il y a plusieurs raisons de rupture, les motivations de rupture. Il y a des personnes qui veulent toujours trop être heureuses, en fait, qui s'imaginent que l'amour, dans le couple, c'est de l'amour-passion, de l'amour plus. Il n'y a pas de frustration, ou très peu, ou que ça doit être fluide et harmonieux. Enfin, des représentations complètement idylliques et complètement débiles, d'ailleurs, parce que c'est des représentations donc idylliques, et qui ne sont pas en contact avec la réalité. Donc, quand j'ai une représentation de ce qu'est l'amour heureux, et que j'y tiens, je n'inclus pas les parts d'ombre, les endroits où il y aura du rugueux. Je veux que des trucs harmonieux, du bisounours, de l'amour heureux. Donc il y a de l'illusion, hein, c'est le mythe du couple romantique qui pêche ici, et qui fait que je veux toujours plus, je veux tout, je veux... Bon, alors là, ça fait partie des raisons souvent où le couple ne va pas passer très longtemps, enfin va divorcer, parce qu'il y a un idéal, une représentation romantique, ou romantique ou passionnelle. Ça peut être une représentation de la passion qui est l'amour, ça doit être de la passion, tout le temps. Bon, non, je suis désolée, mais là, vous ne pouvez pas avoir de la passion tout le temps parce que ce n'est pas prévu au magasin, parce que la fusion, on doit en sortir. On n'est pas fait pour fusionner du matin au soir, et ce toute l'année, hein, et toute la vie.
Donc la passion, c'est la fusion c'est l'état amoureux. Il y en a qui sont addicts à l'état amoureux, vous me suivez? Non, c'est bon. Et je suis, si vous n'êtes pas toujours endormi. Donc, et donc, ceux qui sont addicts à la passion, à l'état amoureux, à Eros, eh ben, ils vont se prendre des râteaux, parce que l'aventure du couple n'est pas faite pour vivre tout le temps dans l'addiction à l'intensité. D'abord parce que vous allez vous brûler, et puis c'est fatigue, et puis c'est pas fait pour ça. Il y a un moment où il faut défusionner, c'est pas, on est pas en mode... Bon. Et donc ceux qui ont du mal et qui ont des représentations idylliques de ce qu'est le couple, notamment amour romantique ou passion, 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 ils risquent de redescendre, de chuter, quoi. C'est pour ça qu'il y en a plein qui iront de manière violente. Vous partez dans une fusée, puis il y en a un qui est lâché en plein milieu de... Oh, bah tiens, pourquoi il m'a lâché, lui? On était dans la fusée à deux, dis donc. Et hop, là, je suis passée dans la flotte, hein, il m'a lâché au bord de la mer. Ah, bah, j'ai pas compris. Bah oui, mais parce qu'il y avait des représentations de la passion. Et donc, non, l'amour, le couple durable n'est pas fait... Ça, c'est la réalité. Il n'y a pas besoin d'avoir de la passion tout le temps, c'est complètement pathologique. C'est des addictions à l'état amoureux et c'est des représentations idéologiques sur lesquelles il faut se battre. Donc la meilleure façon d'éviter la rupture, ici dans ces exemples-là, c'est de ne pas se fier aux sentiments amoureux, vous avez compris. Et donc de ne pas être orienté sur ce qui nous manque et ce qui pourrait faire qu'on aurait toujours plus, mais plutôt de voir les creux, les hauts et les bas, et d'inclure les moments où il y a un peu de frustration. Alors ce n'est pas non plus complètement horrible, mais il va y avoir de la frustration dans le couple et de la désillusion. Les couples qui durent, c'est ceux qui acceptent le réel. Et donc qui acceptent qu'il y a des moments où tu n'auras pas tout. Voilà. Ceux qui veulent pas, ceux qui veulent tout, eh ben, ils iront, ils sont tellement déçus qu'ils s'en vont, ils font casser leur... Enfin, ils cassent leur couple. Donc, pourquoi veut-on rompre? Donc, je reprends. Pour cause d'insatisfaction, donc il y a diverses... Ça peut être des causes d'insatisfaction, intolérance à la frustration. Ça peut être je m'éteins, alors il y a d'autres cas de figure. Je m'éteins, vous allez peut-être vous y reconnaître là-dedans, parce que je fais tellement passer l'autre, je suis tellement altruiste, je fais des efforts pour la relation, je veux que ça marche, ça marche, ça marche. À force de m'adapter, de me suradapter, je fais passer l'autre avant moi, et je m'étiole en fait. Je ne sais plus qui je suis. Je m'éteins dans la relation, je suis plus que l'ombre. Je suis la femme d'eux, le mari d'eux, je fais tout pour l'autre. Donc, du coup, quand je me réveille, je ne sais plus qui je suis. Mais c'était l'exemple que j'ai donné de ce couple où le mec était à son service et la nana, elle n'en pouvait plus. Elle a dit, maintenant c'est fini, maintenant je me réveille, je n'accepte plus rien de tout ce que j'ai accepté avant. Et maintenant, je ne m'éteindrai plus dans la relation, je me ferai passer avant toi alors que je te faisais passer avant moi. D'accord? Bon, mais alors ça c'est intéressant de le savoir, vous n'êtes pas censé vous éteindre dans la relation non plus. Hein. C'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé d'en passer par là pour vous réveiller en disant maintenant je veux plus rien, c'est fini. Bon. Donc pourquoi veut-on rompre? Ça c'est souvent des motifs de rupture. Hein. Je me suis éteinte au service de la relation, je voulais tellement garder le partenaire, lui plaire, que je me suis éteint. Il peut y avoir aussi... Bon, ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, le manque de clarté des mécanismes de défense. Par exemple, il me trahit, donc puisqu'il m'a trahi et qu'il me trahit et qu'il va me trahir, je ne peux pas laisser passer ça. Il m'a trahi une fois, il me trahira 10 fois. D'accord? Donc là, zéro empathie, zéro marge de négociation. Le couple, il va casser parce qu'il y a eu ce bug de « il m'a trahi, donc il me trahira ». Là, pour moi, il y a un manque. Alors, peut-être que c'est vrai, mais peut-être c'est faux. Peut-être que ce n'est pas parce que tu as trahi une fois que tu vas trahir toute ta vie, hein, déjà. Alors, là, vous irez, pour ceux qui ont ces problématiques-là de trahison, vous irez écouter la conférence que j'avais donnée sur le schéma méfiance-abus, parce qu'il y a des profils de personnalité qui sont très marqués sur la méfiance, et ils font ça. Il m'a trahi, elle m'a trahi, me trahira, et donc c'est fini, hop, je casse. Tu vois, c'est radical, c'est terminé. Et ce n'est pas forcément vrai. C'est des personnes qui n'arrivent pas à faire reset, en fait. Ils n'arrivent pas à remettre les pendules à zéro. Les pendules à zéro, du style, c'est pas parce que tu m'as trahi un jour que tu vas me trahir demain. C'est clair, ça, ou pas? Oui, c'est clair, mais c'est que juste que Attends, je suis prends pas le micro. Pardon. Il est où, d'ailleurs? Il est passé où? C'est toi qui es là? Pardon, c'est moi. Ah, On m'entend? tombe bien. Oui, on t'entend très bien. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On m'entend? On t'entend. C'est pas que je, c'est juste que je suis pas d'accord. C'est par exemple, moi par exemple, c'est un exemple. Si quelqu'un me trahit, il aura beau, même si je sais que plus jamais il me trahira,
ben, il m'a quand même trahi. Donc Et en fait, alors? c'est ça que je vais pas pardonner. C'est pas le fait que éventuellement il me trahira pas. Je pense pas au futur en fait. Je pense à ce qui est déjà passé. Ouais, puis ça dépend Et si c'est au alors? début d'une Attends. relation. Ça Non, dépend là, du- on est au cours d'une relation, on n'est pas au début. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, Non, je vois Mais pas. c'est quoi le cours d'une relation? C'est Bon, je avant, sais c'est pas, plus ça fait tard Voilà, 2 c'est ans, ça. 3 Ça ans, veut rien dire. 2-3 Voilà, ans. c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de, quand vous parlez de, Non, c'est pas les premiers mois. vous avez dit en parlant de la Ouais. personne victime. Oui. Si la personne est victime d'une trahison, qu'elle ne Ouais. pourra pas, c'est ça? Faire reset, c'est-à-dire Faire mettre les reset. pendules à zéro. Mais moi, c'est Faire justement... confiance, en fait. Voilà, Hein. moi, c'est ça le problème c'est ça le problème, en fait, où je suis pas Oui, d'accord. t'arrives pas à faire C'est-à- confiance. Si, c'est Ah. pas ça que je veux dire. Ah, c'est C'est-à-dire quoi? que même si la confiance est là, c'est-à-dire que même s'il me jure qu'il ne le refera plus D'accord. dans le futur, Ouais. même si je veux le croire même si c'est vrai que Ouais. je sais que même si je sais au Ouais, fond de ouais. moi qu'il ne le refera plus, Ouais. ben, il l'a fait. Et alors? Ben, c'est pas pardonnable. Ah oui, mais c'est ça. Donc, tu es bien. On est d'accord. Ok, non, mais c'est... Donc C'est pas, tu, pour moi, c'est tu pas une question. confirmes. Pour moi, c'est pas une question de confiance dans le futur, c'est une question de Si, si. confiance. Là, tu es pas au C'est clair une là-dessus. confiance brisée dans le passé, en fait. Oui, non, mais non. Alors là, je te reprends là-dessus. Parce que tu as été trahi dans le passé. Je parle de la même personne. Oui, oui, mais je te parle de la même personne. Là tu n'es pas au clair. C'est vraiment le schéma méfiance-abus, ça. Parce que, et ça renvoie à des abus. Tu regarderas la conférence que j'ai faite, je ne vais pas la refaire ici. Mais par rapport à des abus qui ont été faits déjà dans l'enfance, il y a un terrain. Donc ici, quand tu as fait quelque chose dans le passé où je me sens trahi à l'âge adulte, par le partenaire amoureux d'ailleurs, ok, alors à ce moment-là, je ne peux pas imaginer que tu ne le referas pas et je ne peux plus te donner confiance. Pourquoi? Parce que je présage que dans le futur, il y a du danger. Mais c'est pas ça. Mais en si, fait. il y a forcément du danger parce que tu ne peux pas lui pardonner. Pourquoi tu ne peux pas lui pardonner? Il y a des gens qui n'acceptent pas ne serait-ce qu'une trahison. Oui, c'est ça, ça n'a c'est- rien à oui. voir avec le C'est futur. l'humiliation. Mais pourquoi? Mais Voilà, oui, oui. c'est Alors ça, attends. en fait. Oui, C'est ça. hop, je reprends la parole. Merci. Et si vous parlez qu'avec le micro. Il y a des personnes qui ne supportent pas la trahison. Oui, mais pourquoi? Réfléchissez 2 minutes. Parce que la trahison ou l'humiliation, c'est vécu déjà parce que c'est une réactualisation de quelque chose qui a déjà existé. Il n'y a jamais rien qui apparaît à l'âge adulte comme ça. Coucou, c'est moi, je suis traumatisée par une humiliation. Non. Mais c'est C'était. Alors attendez, je termine. C'était quelque chose de latent. Parce qu'il y a des profils de personnalité qui vont pas du tout, qui n'ont pas eu les mêmes histoires, qui vont pas bugger comme ça de manière aussi radicale. C'est pas pour tout le monde comme ça. Et s'il y a humiliation ou trahison, et donc c'est impardonnable, ou mensonge par exemple, c'est impardonnable, c'est qu'il y a le système organique qui est en alerte rouge et qui dit danger, 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 anticipation du danger. C'est-à-dire je ne peux plus faire confiance, il m'a menti une fois, et même s'il me mentira plus jamais, de toute façon il m'a trahi, et donc danger, danger, danger. Donc le cerveau, on est dans le cerveau de la survie, hein, rappelez-vous, on est câblé cerveau reptilien. On est à 80% biologique, et 20% du reste, c'est du néocortex. 80% biologique, notre cerveau est orienté sur le cerveau de la survie. C'est-à-dire fuite, attaque, figement, ambiance, danger. D'accord? Ici, trahison, humiliation, orientation, danger. Il y a du danger dans l'air. Donc il y a forcément du danger dans le futur. Et quand vous me dites, il n'y aura jamais de danger dans le futur, je vais lui faire confiance demain, il ne le refera plus, alors moi je ne vous crois pas. Et arrêtez de vous raconter des cracks. Il y a forcément pour vous une anticipation potentielle du danger, ce qui est la construction des schémas. Vous écouterez les conférences que j'ai données sur le schéma méfiance-abus, j'en avais donné une sur imperfection-honte. Sur les schémas qui anticipent toujours un potentiel danger parce qu'il y a déjà eu quelque chose qui a bugué et donc j'anticipe qu'il y a du danger. Parce que si on n'anticipe pas qu'il y a du danger, le cerveau est au repos et donc du coup on broute, on est comme une vache qui broute l'herbe dans le pré. Et donc on est tranquille et on est détendu. Et là il n'y a pas de détente. Mais certains, et je vous le dis, quand vous avez ces problématiques à la trahison, tout le monde ne l'a pas. Il y en a qui disent oui c'est pas cool. Franchement, t'exagères, machin, tout ça. Mais il y en a qui sont beaucoup plus capables que d'autres de remettre les pendules à zéro, et d'autres, ils ne peuvent pas, en fait. Ils sont impardonnables. Enfin, ils ne peuvent pas pardonner. J'ai juste une question Oui, vas-y. où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous dites que c'est pas pardonnable parce qu'il y a déjà eu danger. Mais pour moi, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on ne pardonne pas que c'est parce qu'on a déjà eu danger. On peut ne jamais avoir eu danger, mais c'est quelque chose qu'on a dans nos valeurs et qu'on ne ferait pas. Donc, oui, mais quand c'est vous dans tes voyez ce que valeurs, je veux dans les dire? convictions, les opinions, les convictions sont des constructions
mes opinions. Par exemple, je crois, par exemple, le mensonge, je te donne un exemple sur la trahison, le mensonge est impardonnable. Ou l'infidélité est impardonnable. Je donne des exemples comme ça qui me viennent à l'esprit. C'est impardonnable. Donc, s'il y a ces constructions qui sont des constructions cognitives, sont un système de croyances, c'est parce que derrière, il y a eu des expériences pas forcément à l'âge d'un enfant, on t'a pas trahi en mode on n'a pas menti, mais il y a eu forcément des histoires où il y avait de la sécurité et il n'y a plus de sécurité. Il y a toujours un terrain latent. C'est pas les convictions que vous avez à l'âge adulte, c'est pas un truc que ça vous arrive comme ça, paf, oh bah tiens, je crois que ça, la morale de l'histoire, il y a le bien, le mal, le vrai, le faux. Non, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans l'histoire, mais vous n'êtes pas en contact avec parce qu'il n'y a pas de souvenirs des fois. Donc vous n'avez pas de souvenir sur qu'est-ce qui s'est passé, soit dans votre histoire à vous, ou dans l'histoire de vos parents, c'est pas forcément vous, donc vous avez été témoin, qui fait qu'il y a de la méfiance dans l'air. Et il y a le sujet de peut-être on va me trahir et je ne pourrai pas pardonner, ça c'est bien et ça c'est mal. Et là on rentre dans la morale de l'histoire, la morale c'est le bien, le mal. Quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans le cerveau de la survie, vous n'avez aucun moyen d'être empathique et de comprendre, par exemple sur le mensonge, comme j'avais donné une conférence là-dessus, c'est quoi la fonction du mensonge? C'est quoi le système de défense? Pourquoi la personne ment? C'est quoi qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et vous n'êtes plus en mesure de voir tout ça parce que vous êtes sur vous, dans votre système à vous, en mode protection. Et pourquoi pas? Mais comprenez-le. C'est important de voir comment ces systèmes, ces mécaniques s'emboîtent les unes des autres et que des fois, il y a des couples qui s'arrêtent puisqu'on est dans la rupture. Je reprends le sujet du jour. On est dans éviter la rupture. Parfois, il y a des couples qui s'entendent bien, qui ont plein de choses, enfin, qui pourraient être potentiellement rester ensemble, mais ça va bugger sur des constructions comme ça. Et pourquoi pas? Mais des fois, moi, j'ai des personnes qui arrivent en thérapie individuelle pour traiter des schémas de méfiance-abus, parce qu'à chaque fois, elles répètent comme ça, et à chaque fois, elles me disent, mais pourquoi je me fais abuser, je me refais abuser, mais parce qu'elles sont très intraitables aussi. D'abord parce qu'elles attirent des partenaires aussi qui vont les réabuser, et de deux, il y a quelque chose de l'ordre de... et à la fois, j'attire des partenaires comme ça, et à la fois, j'ai ce truc de je ne peux pas pardonner, ou je ne peux pas imaginer que, ou et le bien et le mal, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Donc, bon. Voilà. Je ne vais pas continuer sur le schéma méfiance-abus, parce que c'était la conférence d'avant, mais c'est intéressant, c'était pour vous donner un exemple de couple qui peut capoter à cause de ça. Mais il n'y a pas que ça. Alors, bah tiens, donc, éviter, je suis dans le sujet là, comment éviter une rupture? La question qui va se poser, faut-il persévérer ou s'acharner? Justement. Ça, c'est des questions que vous allez vous poser quand vous voulez sauver votre couple. Est-ce que je persévère, c'est-à-dire est-ce qu'on va dépasser les obstacles ensemble? Puisque, comme on l'a dit, il y a des étapes à traverser, ce n'est pas un truc comme ça qui se fait, le couple comme ça, miraculeusement, dans la durée. Donc, est-ce qu'on va apprendre à mettre de la conscience sur ces mécaniques de défense, puisqu'on est des systèmes de défense sur pattes quand même, hein? Est-ce qu'on va... réussir à dépasser les obstacles ensemble, faire reset, c'est-à-dire refaire confiance. La plupart des couples explosent à cause des problèmes d'insécurité. Donc il faut remettre de la sécurité. Diminuer les attentes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lâcher l'idée de la fusion ou l'addiction à la passion. Donc voilà, prendre ma place aussi au sein du couple, pas passer après l'autre, des choses comme ça. Donc est-ce que je peux persévérer là-dedans, changer des choses chez moi ou voir avec l'autre s'il peut changer aussi certaines choses? Ou est-ce que je vais m'acharner? C'est pas la même chose la persévérance que l'acharnement. S'acharner, c'est la dépendance affective. S'acharner, c'est que j'ai du mal à imaginer la rupture et j'anticipe l'effondrement de me retrouver seule, sans cette personne, sans les repères, sans cet attachement émotionnel. Donc, persévérer, c'est être d'accord pour évoluer ensemble, en tout cas tenter d'évoluer ensemble, et de remédier à ce niveau d'insécurité qui est présent entre nous maintenant. Et puis s'acharner, c'est faire du déni en général sur ses limites. S'acharner, c'est je ne vois pas que je dépasse mes limites. Et que là, moi, je ne peux juste pas faire plus, quoi. Je t'aime très fort, mais là il faut que je sauve ma peau. Et ça, c'est ma limite. D'accord? Je n'ai pas les moyens de gérer plus que ça. Voilà. Et c'est possible qu'il y en ait qui aient des problématiques de schéma de trahison, dans cet exemple de schéma de trahison, et qui ne peuvent pas faire mieux.
On ne leur demande pas de faire mieux. Qu'est-ce qui est gérable? Quand on se connaît, on sait ce qui est gérable et ce qui n'est pas gérable. Et de ne pas faire du déni. Parce que l'acharnement, en général, c'est que j'ai peur de perdre l'autre. Et ça peut devenir malsain. Donc on se respecte des fois en n'évitant pas la rupture. Alors, les signaux d'alerte, pour éviter, quand on est dans un couple qui dysfonctionne, c'est bien d'avoir les warnings, de voir c'est quoi les signaux d'alerte. Donc, on avait dit tout à l'heure, je reprends, quand on n'accorde pas, petit 1, quand on n'accorde pas assez de temps à son couple, on néglige la qualité du temps accordé, on peut fuir l'intimité. Il y a aussi des couples qui ne sont pas bons dans l'intimité. C'est-à-dire, ils ne se livrent pas, en vérité. Vous savez combien moi j'ai fait de conférences et de shorts et de développement sur le sujet de vivre en vérité, en authenticité, parce que c'est important, ça donne le sentiment d'intimité. L'intimité, c'est on peut parler de choses profondes en vérité, qui nous concernent. On ne parle pas de la pluie et du beau temps. Je vois énormément de couples qui parlent de la pluie et du beau temps, mais ils sont des partenaires de colloque, quoi. Mais ils ne parlent pas vraiment de ce qu'ils ressentent, en fait, ou de leur peur, ou de leur frustration, ou de leurs irritations, etc. Donc c'est important de ne pas fuir l'intimité et d'oser la vulnérabilité. Et ça s'apprend. Donc là, je vous en réfère à la conférence d'avant, qui s'appelle « Sur contrôle émotionnel », parce qu'il y a parfois des personnes, hommes ou femmes, qui sont très mal à l'aise avec le fait de livrer l'intime, de mettre ça sur le tapis. Ils vont garder ça pour eux et ils ne disent pas grand-chose de leur vie intime. Et ça peut être un des signaux d'alerte d'un couple en perdition, parce qu'il n'y a pas d'intimité, en fait. J'avais fait un développement un jour sur les 3 axes, ça c'est la théorie de Herzberg, qui avait, je ne sais plus, c'est un psychologue, je ne sais plus, américain ou canadien, je ne sais pas ce qu'il avait sorti, il avait dit les trois axes du couple, c'est l'engagement, l'intimité, ce que je viens de dire, et l'engagement, l'intimité, je crois qu'il avait mis la passion, c'est-à-dire l'intensité. Alors, moi, je vous ai dit ce que j'en pense de l'intensité, un peu, mais pas trop, parce qu'après, ça fait des chutes, des désillusions. Voilà, mais l'intimité, c'est quand même regarder si votre couple, quand vous faites un bilan, s'il y a suffisamment d'intimité ou si vous parlez en surface, si vous faites papa, maman, les enfants, ou si vous évitez les sujets qui fâchent, c'est pas terrible. Parce que ça va vous revenir dans la tête, en fait. Vous allez prendre un râteau, au bout d'un moment, ça fait des passages à l'acte. On dit rien, on n'en pense pas moins, on fait des grands sourires, puis après, ça s'accumule et ça fait poum, salut. Ou j'ai pris la voisine d'à côté, c'est beaucoup mieux avec elle. Quand on n'a plus de... Alors, autre chose aussi, les warnings, on n'a plus de projet à deux, on l'avait dit, absence de projet, ça peut être un signal comme quoi il n'y a plus de force de cohésion, on l'a vu tout à l'heure. Quand il n'y a plus de langage de l'amour, quand il y a plus, on fait plus circuler les 5 langages de l'amour. Quand on ne se sent pas bien, quand on se sent plus soi-même, on se sent plus authentique, on porte un masque, on ne sait plus qui on est... la relation est au centre. Il y a beaucoup de femmes comme ça, qui mettent la relation au centre et qui se perdent là-dedans, et ou des hommes qui peuvent dire, bon, ben moi, la relation, à force, elle est trop investie, du coup, je ne m'y retrouve pas. J'ai besoin de retrouver du sens dans ma vie en me remettant au centre et en ne dédiant pas tout sur la relation, au service de la relation. Donc ça peut être aussi avoir trop investi sur le couple et la fusion, et donc de retirer ses billes. Voilà. Et puis un autre signal d'alerte, un classique du genre, c'est le désir dans le couple. Alors, on va parler de la sexualité dans le couple. Souvent, les couples sont, en France encore, en Occident, cimentés sur la sexualité. Pas tous, mais beaucoup. À savoir qu'il y a quand même la sexualité, ou de la romantisme. Donc tout le monde n'est pas cimenté sur la sexualité, mais c'est quand même un grand classique. Et souvent, les couples qui fonctionnent et qui se retrouvent et qui perdurent sur les obstacles du couple, c'est ceux qui ont une sexualité qui fonctionne bien. Faut-il avoir du désir pour avoir une sexualité bonne? Question. Question à 3 balles. Répondez. Putain, le micro. Quelqu'un d'autre peut-être. Faut-il avoir du désir pour avoir une sexualité épanouie? Oui, vous pensez oui? Eh ben non. Là, 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 là. J'étais sûre. Donc la question du désir, pour les couples longue durée, c'est moyen. Parce qu'il y a souvent l'usure du désir à cause de la routine, à cause de la logistique, à cause de
trop connaître l'autre à cause de plein de trucs, des reproches, bon, voilà, il y a plein de raisons qui font que le désir, au début, parce qu'il y a moins d'enjeux aussi, il y a moins de souvent le désir, c'est la question d'enjeu. Je me mets la pression pour contenter l'autre, parce que c'est mon partenaire de couple et je ne veux pas le blesser, je ne veux pas le fâcher, je ne veux pas le perdre, je ne veux pas machin. Du coup, je me mets tellement la pression que je ne me lâche pas. D'accord ? Donc là, vous êtes coincé avec l'histoire du désir et d'un problème de sexualité dans le couple. Parce que vous voulez désirer l'autre, mais que l'autre vous désire, mais bon, ça coince. D'accord ? Quid de la sexualité ? Parce que souvent, ça peut être des causes de rupture dans le couple. Hein. Quand la sexualité faillit, il y a des couples qui partent à la volo, quoi. Donc non, vous n'avez pas besoin de désirer pour faire l'amour. Voilà, hop, ça c'est dit, c'est fait. Pourquoi ? Comment ? Parce que vous pouvez oublier, il n'y a pas d'obligation d'avoir du désir pour avoir un rapport avec quelqu'un. Hein. Aucune obligation. Hein. Ça peut être exactement ça peut être une décision non émotionnelle et non technique. Donc beaucoup plus rassurante de dire, voilà, c'est l'heure, nous allons faire l'amour aujourd'hui parce que nous avons décidé parce que c'est au programme du jour. Et voilà. Et on enlève, exactement, c'est comme une réunion. C'est après le bilan, ça. Ça peut être dans le bilan. Ça peut apparaître dans le bilan. D'ailleurs, parce que le bilan, je suis très sérieuse. Moi aussi, c'est pour ça. Le bilan, c'est, on fait un état des lieux sur nos attentes. Par exemple, on peut dire il y a de la frustration sur nos attentes, etc. Et donc, la question de la sexualité peut être soulevée dans le bilan, qui est une sexualité non épanouie. D'accord ? Donc, on cherche à régler les problèmes. Moi, en tant que thérapeute de couple, je ne suis pas du tout sexologue, mais je vois, en général, c'est beaucoup plus des problèmes psy que purement techniques, purement d'ordre sexuel. Bon, après, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes d'érection, machin, tout ça, que ce soit juste mécanique. La plupart du temps, c'est des problèmes psy. Donc, je leur dis souvent, il faut arrêter avec cette histoire du désir. Parce que autant il y a des couples, ils n'ont aucun problème avec le désir, et ce, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, autant il y en a, ça ne marche pas. Donc, il faut arrêter de se prendre le chou avec ça. Sinon, vous continuerez de faire bloquer la sexualité avec la question du désir. On doit se désirer, le postulat, c'est on doit se désirer pour faire l'amour. Et ça bloque là-dessus. Et l'autre ne me désire pas, et pourquoi il ne me désire pas, et il devrait me désirer, et moi je ne désire pas, et pourquoi je ne désire plus, et je devrais le désirer, et pendant 300 ans, on se questionne là-dessus, ça te fait marrer parce que tu as dû vivre ça. Donc, oui, vas-y. Mais il faut quand même qu'il y ait une envie. Pas forcément, justement, Non je suis en train de te dire non. Non, ni désir, ni envie, ni rien. Il y a une autre manière. Non, alors, tant que ça marche, alors, tant qu'il y a de l'envie, du désir, parfait. On n'a rien. D'ailleurs, en général, ces couples-là, ils n'ont pas de problème de sexualité, ça marche. Donc ceux-là, très bien, continuez comme d'habitude, tout va bien, Madame la Marquise. Pour ceux qui ont des problématiques et qui veulent absolument trouver du désir, ou qu'il y ait du désir, ou de l'envie, désir ou envie, même combat, hein, c'est le même sujet, hein, tu changes un mot pour dire la même chose. Non. On arrête avec ça pour débloquer ces problématiques compliquées. On enlève la partie émotionnelle qui est j'ai peur qu'il ne me désire pas ou j'ai peur de ne pas en avoir. Ça, c'est très émotionnel en fait. Je me mets la pression pour en avoir. Il faudrait que j'en ai, mais j'en ai pas. Plus tu veux en avoir et moins tu en as, puisque tu veux en avoir et la réalité, c'est que tu n'en as pas. Enfin, des trucs mais hyper compliqués. Tout ça, c'est extrêmement émotionnel. Il y a beaucoup de peur là-dedans. On dégage tout ça et on fait l'amour beaucoup plus techniquement. Pourquoi ? Parce que les corps sont fait l'amour. Quand vous aimez quelqu'un à peu près, que vous avez de la tendresse ou des affinités pour quelqu'un, tu mets les corps ensemble, ils vont énergétiquement faire l'amour. D'accord ? Ça, c'est pas un scoop, ce qu'on appelle la sexualité tantrique. C'est la sexualité dite énergétique. Il n'y a rien de neuf. Je ne suis pas en train d'envoyer une information scoop. C'est juste que moi, j'ai fait ce chemin-là, donc je le sais. Et je l'ai vécu aussi, il faut juste que les deux partenaires soient d'accord d'aller dans cette direction, plutôt que de s'acharner sur il faudrait avoir du désir et on n'en a pas et comment on va faire, il faudrait que, et on va ajouter des jouets, je ne sais pas où, des machins, le langage de l'amour, on va inventer des tas de trucs qui ne marchent pas, parce que toutes les stratégies ne marchent pas, étant donné que c'est très émotionnel. Donc voilà, donc ça c'était pour le scoop. Bon, j'ai un peu... sur la pente de la sexualité, mais c'est intéressant parce que cette semaine, j'ai aidé un couple là-dessus, je leur disais arrêtez avec ce truc du désir, vous prenez la tête avec ça, vous êtes au bord de la rupture parce qu'il y en a un qui était archi frustré et qu'on ne pouvait plus de ne pas faire l'amour.
Et puis après, ça part dans bah oui, mais puisqu'on n'arrive pas à faire l'amour ensemble, on va partir en couple ouvert. Enfin, tu vois, ça part dans tous les sens, quoi. Tu vois, pourquoi pas, hein, mais ça devient compliqué, quoi. Voilà. Donc, des fois, on peut débloquer en faisant des choses assez simples. Hein, pas besoin de se prendre la tête. Sinon, il y a des thérapeutes de couple qui travaillent là-dessus, hein, sur faire de l'amour sans désir. Donc, ça s'appelle le slow sex. Enfin, il y a des stages où vous êtes initié. Il y a des stages là-dessus où on vous guide pour apprendre à faire l'amour sans désir. Ça existe, sans émotion. Voilà. Ça refait circuler et après, vous pouvez remettre de l'émotionnel. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter de se prendre le chou avec ça, quoi. Il faut que les deux partenaires soient d'accord d'aller dans cette direction. Donc, ça veut dire qu'on sort de l'idée du couple romantique où il y a du désir, où il y a de la passion, où il y a nanana. Bon. Et en général, ces couples qui sont bloqués entre eux dans la sexualité, comme par hasard, hein, quand ils vont avec leurs amantes, ça marche très bien. Ah bah oui, bah ça, il n'y a aucun souci, hein, aucun problème, puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Donc forcément, il n'y a pas j'ai peur de te perdre, on n'en a rien à foutre. C'est la voisine d'à côté, on sait que de toute façon, on n'est pas impliqué, donc hop. Donc il n'y a pas de problème, c'est pas du tout mécanique, c'est un problème psychologique. Bon, voilà. Alors, les outils pour éviter la rupture. J'en ai pas parlé, mais l'outil principal, c'est la communication. Oh, comme surprise, surprise. Surprise, la communication, c'est la base du couple. Donc, une communication sans reproche, de façon bienveillante, en mode « je me sens » plutôt que « tu ne fais jamais assez », ou « tu te sens libre d'exprimer toutes tes émotions en sécurité ». Donc ça s'appelle la communication non violente. Voilà, hein, qui est encore un outil supplémentaire pour les couples. Donc vous voyez que ça ne se fait pas avec la baguette magique. Donc si je reviens sur la com non violente, en 2 mots, parce que je ne vais pas faire un développement, c'est pas ma conférence, elle ne porte pas sur la communication non violente, mais juste 2 minutes, vous trouverez ça partout sur Internet. Hein. Vous pouvez vous former à la communication non violente aussi. Mais la démarche de la communication non violente, c'est 4 composantes. Petit 1, j'observe un comportement concret qui affecte mon bien-être, factuel, et je dis, et je le nomme. Je nomme ce qui me dérange. Mais factuel, je ne juge pas. Petit 2, je réagis à ce comportement par un sentiment. Je dis par exemple, je vois que tu ne m'aides pas alors que je t'ai demandé de m'aider pour ranger la vaisselle, je sais pas. Et je me sens irritée ou déçue parce que j'aurais eu besoin, parce que je dis mon besoin. Ça, c'est la 3e étape. Parce que je dis mon besoin, ça aurait été que tu m'aides. Donc, 1, j'observe le comportement concret. Je ne juge pas. 2, je réagis par un sentiment en disant mon ressenti, je suis déçue. Et 3, je cerne mon besoin, mon désir. J'aurais tellement aimé que tu m'aides à ranger la vaisselle. Voilà. Et je fais une demande concrète. Est-ce que tu peux... Ça, c'est 4. Je fais une demande concrète. Est-ce que tu peux m'aider à ranger la vaisselle ce soir? Voilà. Qui contribuera à mon bien-être, si tu peux. Donc là, je vous le fais en très très court, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est toute une formation, la communication non violente, mais on est vraiment dans une démarche 1, 2, 3, 4. Donc, on ne parle pas en, ce que disait Marshall Rosenberg, on parle en girafe et pas en chacal. Donc on ne balance pas des reproches, tu fais jamais la vaisselle, tu m'aides jamais à ranger, voilà, on ne fait pas ça. Et on parle en empathie, parce qu'on essaye de comprendre l'autre dans ses besoins qui ne sont pas satisfaits, etc. C'est toute une démarche qui est extrêmement intéressante et que je pense que chaque couple qui dure longtemps et qui veut perdurer devrait faire au moins un petit stage de 2 jours ou 1 jour ou je sais pas quoi, enfin, ou 2 stages, faites ce que vous voulez, sur la communication non violente, parce que c'est basique et que franchement, c'est des outils concrets. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps. Il n'y a pas d'obligation de parler tout le temps comme ça, mais ça vous donne des bases que vous pouvez réutiliser l'après et que vous êtes tous les deux au courant, les 2 partenaires sont d'accord pour avoir pigé ça, quoi. C'est instrumentalisé dans vos bagages et vous savez que c'est mieux de passer par là par moment. D'accord? Voilà. Autres outils, là je suis dans les outils pour éviter la rupture. J'ai dit ne pas être dans la fusion, ne pas tout faire avec l'autre, garder votre identité propre et pas attendre trop de l'autre, de sentir sa responsabilité de se prendre en charge et de ne pas attendre tout de l'autre. Voilà. Autre chose pour éviter la rupture encore, c'est d'avoir les codes de fonctionnement, de cerner le fonctionnement. Alors moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus puisque j'ai écrit un bouquin sur les profils amoureux.
Donc, pour moi, c'est essentiel d'avoir des modèles théoriques, de grille de lecture de la personnalité. Par exemple, ici, je disais, oui, mais là, probablement, l'hypothèse, c'est que tu te trimbales un schéma méfiance-abus, c'est encore un modèle, mais d'avoir des codes, de voir à quel endroit l'autre se situe dans son fonctionnement, pour avoir les outils pour décoder. Ça permet d'éviter les ruptures souvent, parce qu'on comprend mieux l'autre dans son fonctionnement, parce qu'on voit que son système de valeurs, ses systèmes émotionnels et comportementaux sont liés à son profil de personnalité, à sa construction. Donc le fait d'avoir des codes, ça permet de mieux échanger, de mieux comprendre, de mieux voir, d'être plus tolérant. Et c'est quand même un outil pour éviter les ruptures, je trouve. Ça ne règle pas tout, mais c'est quand même mieux de se cerner et de cerner l'autre que de rien y piger et de rien comprendre à l'autre et de se dire mais c'est un abruti ou c'est une complètement naze, elle avait l'air de m'aimer, elle m'aime plus, c'est quoi ce problème? Les gens ils ne comprennent pas en fait. Ils ne comprennent pas le fonctionnement de l'autre. Voilà. Et c'est pour ça que je dis souvent, quand vous ne comprenez pas, vous dites il ne veut pas, c'est pas un allié, on accuse, on blâme l'autre, mais on ne voit pas qu'il ne peut pas, c'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas faire autrement. Autre outil pour éviter les ruptures, être beaucoup plus présent. Parce que bien souvent, les couples qui dysfonctionnent, ils sont beaucoup dans le mental. C'est-à-dire, ils sont beaucoup dans le passé, le futur, le ressentiment, enfin des tas de trucs, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas dans une connexion présente. Donc, vous relisez Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle, vous aurez des idées pour remettre l'attention sur qu'est-ce qu'on fait ensemble de sympa, par exemple cuisiner, jardiner, je ne sais pas, aller au ciné, enfin faites un truc sympa ensemble pour vous remettre dans l'état du moment présent et arrêter d'être toujours dans le mental, à cogiter sur les machins du passé, parce que vous êtes cette connexion qui est au départ quand on est dans la lune de miel, qu'on se regarde comme ça là, béatement, on est dans le présent. D'accord? Et après, comme par hasard, ça disparaît parce qu'il y a des ressentiments, des antériorités, des choses qui vous ont dérangé, irrité, etc. Et du coup, on est dans notre tête, on n'est plus dans le présent. On perd cette connexion au présent quand on est en couple longue durée. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommageable. Donc apprenez à remettre l'attention dans le présent quand c'est possible et de ne pas vous laisser déborder par vos émotions et vos préoccupations et vos représentations de comment ça devrait être la relation. Partagez un bon moment, je dis souvent, arrêtez de parler sur la relation, de tout ce qui ne va pas, parlez des choses sympas, arrêtez de vous prendre la tête, quoi, en clair. Voilà, vivez le moment, et puis après vous verrez. Ramenez un peu du bon dans la relation, on est trop focusé sur les problèmes. Il y a un temps pour régler les problèmes et un temps pour partager du bon aussi. Voilà. Ok. Ouais, ça je l'ai dit, pour refaire circuler volontairement les signes positifs, ça fait partie du travail du couple. C'est vraiment, au lieu de voir le verre à moitié vide, de voir le verre à moitié plein et de mettre son attention là-dessus. Parce que notre tendance, c'est de résoudre toujours des problèmes, et notamment certains hommes, plus que les femmes d'ailleurs, qui sont en général plus une tendance émotionnelle. Les hommes ont plus une tendance de vouloir résoudre des problèmes techniques. Problème-solution, problème-solution, problème. Donc ils voient des problèmes, il faut les résoudre. Mais des fois, il n'y a pas à résoudre des problèmes, il y a juste il n'y a pas que des problèmes dans la vie, quoi. À mettre son attention sur le bon, des fois ça lisse aussi, ça permet de faire un équilibre entre la partie problème et la partie le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc revenez sur l'exercice des mots doux, faire chacun dit à son tour des mots doux, par exemple, tu vois. La tendresse, d'arrêter de voir que les défauts, de dire à l'autre tout ce qui va bien, pas dire que ce qui ne va pas. De dire de temps en temps, mais je suis heureuse de te voir, ça fait même 3 ans ou 10 ans que je suis avec toi, mais je suis toujours heureuse de te voir. De faire comme si c'était toujours la première fois ou la dernière fois. C'est des trucs que je donne tout le temps. Hein. Voilà. Alors ça, c'est pour éviter la rupture quand c'est pas trop grave, mais quand des fois, alors je vais passer dans le cas où c'est trop grave, où le couple est à 2 doigts de casser, des fois c'est mieux de casser. Des fois, il ne faut pas éviter la rupture. Quand ne faut-il pas éviter la rupture? Quand le couple est vraiment cassé, quand il y a eu trop de tout partout.
trop de dégâts, trop de personnes abîmées, voilà, ça devient une relation dite toxique. Et donc, il y en a un qui peut plus faire face, quoi. Un des deux en général, ou les deux, ils n'ont plus de marge pour dépasser, pour avancer. Ils sont asphyxiés, quoi. Donc là, il faut lâcher l'affaire. Voilà. Parce qu'on ne peut pas forcer l'autre à y croire, à sauver le couple, quand l'autre il est asphyxié, qu'il y croit plus, qu'il est résigné, qu'il rumine sans arrêt, tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, et c'est impossible. Et bon. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir sauver le couple. Faut lâcher, éviter, faut rompre, quoi. Donc il y a des moments où il vaut mieux être célibataire heureux que malheureux en couple et de s'acharner, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, en général, le problème, c'est que quand vous êtes amoureux, ou quand vous êtes amoureux parce que vous n'avez pas l'autre capté, parce qu'en général, l'état amoureux, ça va avec l'état de non-captation, ça veut dire que l'autre n'est pas capté, il vous glisse entre les deux, il vous échappe. Plus il vous échappe, vous voulez le capter, plus vous êtes amoureux. Donc, quand vous êtes dans des ruptures comme ça compliquées, parce que l'autre vous échappe, donc ça vous rend amoureux, et en même temps, vous ne voulez pas rompre, mais vous savez que c'est bien de rompre, mais vous n'y arrivez pas. Hein, c'est les espèces d'allers-retours de merdique, là, entre je dois rompre et j'y arrive pas, et je sais que je devrais, et toutes les copines me disent que je devrais, mais j'y arrive pas, mais qu'est-ce que je fous, bordel, et vous bricolez en amitié. Ça se termine souvent comme ça. Hein. J'appelle ça du bricolage. Parce que vous ne voulez pas perdre le lien, soit à votre état amoureux, soit parce que vous le considérez comme un doudou. L'autre est devenu un doudou, donc c'est un objet émotionnel d'attachement, et donc vous ne pas lâcher le doudou, d'accord? Donc réfléchissez, moi je parle comme ça, c'est moi qui l'ai inventé ce truc-là, mais ça parlera au grand public. Mais c'est vrai, c'est important de voir jusqu'où, par peur de perdre le doudou, je bricole en amitié, ou je bricole en je sais pas quoi, en l'espoir qu'on va retourner, que ça va remarcher, alors que ça fait 10 tentatives déjà, vous remettez le couvert et que ça ne marche pas. Donc, si vous êtes amoureux, c'est pas de l'amitié. Okay, ça, c'est pour clarifier un peu ceux qui repartent, qui font des allers-retours et qui se disent « mais non, on va rester amis, et puis ça va marcher, et puis ils n'y arrivent pas, parce que c'est pas de l'amitié. » L'amitié, je vous signale, c'est quand il n'y a pas d'état amoureux. Il n'y a pas de « ma chérie », il n'y a pas de « on fait l'amour », il n'y a pas de on va passer... c'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est apaisé, il n'y a pas d'enjeu, on n'est pas en couple. Donc différencier l'amitié du couple. Et parfois, on peut être ami avec ses ex, mais ça veut dire qu'on a tourné la page et qu'on n'est plus du tout dans le même trip. On n'est pas amoureux, on n'a pas envie de remettre le couvert, on n'est pas dans l'espoir de sauver le couple. Non, c'est autre chose. Donc soyez un peu en clarté sur ces histoires d'aller-retour où souvent vous n'êtes pas très clair. Voilà. Voilà. Et puis c'est malsain, tout ça pour dire que c'est malsain de courir derrière quelqu'un qui ne vous veut pas, qui vous met en insécurité, parce que ça vous fatigue. Et donc c'est bien d'appréhender la peur de se détacher, la peur du manque de fusion. Voilà, c'est pas la vérité. Vous n'avez pas besoin d'un doudou, ça c'est un truc d'enfant, vous êtes grand, vous pouvez gérer sans. Après, il faut travailler sur le vide, hein, le vide existentiel. Bon, c'est vrai que je fais des formations en ligne aussi là-dessus, sur le vide. Pour l'instant, j'ai fini le groupe, mais j'en ferai un plus tard. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans des périodes de deuil, c'est bien de travailler sur ces problématiques du vide, c'est bien de travailler sur la reconstruction aussi, comment je me reconstruis après la rupture. Ça, c'est un autre travail, ce n'est pas le sujet de ma conférence aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est important d'oser appréhender un sentiment de sécurité en lâchant le doudou. Surtout quand vous n'arrivez pas à sauver le couple et que ce couple ne vaut pas grand-chose, qui vous met en insécurité toujours et encore, donc dans un stress pas possible, où vous allez vous malmener. Donc à un moment donné, il faut sauver sa peau et travailler sur soi. Voilà un peu tout ce que je vous voulais dire sur éviter la rupture. Quels outils, quelles idées, et puis à quel moment on ne doit pas éviter la rupture parce que c'est malsain de ne pas rompre en fait. Et à un moment donné, il faut arrêter, il faut mettre un stop dans des relations qui n'en finissent pas, qui sont plutôt des poisons que des... Même si... Je ne parle pas de l'autre, hein. L'autre, il est comme il est. Je ne suis pas en train de dire il est bien, il est mal. Je juge jamais. C'est que cette personne peut être un poison pour vous et elle peut être vraiment extraordinaire pour quelqu'un d'autre. C'est juste que pour vous, ça ne vous correspond pas, c'est tout.
Moi, je ne dis pas il est malin, c'est un poison, c'est un BN, c'est un machin, on s'en fout. C'est quelqu'un qui ne vous correspond pas parce que vous n'avez pas la marge de faire avec. Vous ne pouvez pas faire plus. Parce que la preuve, la réalité, c'est que vous commencez à tomber malade, c'est que vous stressez de ouf, vous dormez plus la nuit, vous êtes tendu, vous êtes complètement obsédé par le partenaire, donc il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas détendu. Donc il y a bien trop d'insécurité dans l'air. Donc comme vous êtes responsable de vous-même, c'est à vous de mettre le stop, quoi. Pas quand c'est trop tard. Ok ? Vous avez des commentaires sur ce dernier thème ? Ne pas éviter la rupture ou des questions ou des besoins de clarification Je ne sais même pas quelle heure il est, moi. Ah oui, hein, bah c'est l'heure. Donc, bah, c'est bien. Bon, bah, c'est parfait. Hein. Non, mais c'est bon. Bah, j'ai parlé 1h30. Si vous avez une dernière question, c'est OK. Parce que très souvent, il y a des personnes qui me parlent une fois que c'est fini. Donc non, venez pas me parler après. À savoir aussi, je vais donner donc début avril une formation en ligne sur, qui est un groupe de thérapie en ligne sur la séparation douloureuse, justement, en plusieurs étapes. Bon, là, j'ai un peu abordé comment éviter une rupture de manière théorique. C'est jamais pareil quand on est en accompagnement avec moi que quand on est en développement. Bah, vous pouvez faire des prises de conscience, mais ça n'a rien à voir avec les groupes que je mène, où il y a vraiment un travail de thérapie qui est fait beaucoup plus personnalisé, même en groupe. Surtout que l'avantage du groupe, c'est que les gens, ça fait écho. Hein. Il y en a un qui dit « Tiens, moi j'ai fait ça, toi tu as fait ça ». Ils se soutiennent entre eux. Ce n'est pas du tout le même travail que d'apprendre, d'écouter, de m'écouter, d'avoir des idées comme ça au passage. Même si c'est bien de m'écouter. Hein, mais ce n'est pas le même travail. Donc voilà. Puis sinon, je vais faire encore... ça, je l'ai mis sur mon site. Si vous allez sur mon site, véroniquecohn.com, bah, vous avez tous les événements que je propose, les conférences, les formations en ligne, les stages en présentiel que je vais faire au Ménuire ou à Djerba sur les schémas répétitifs. Voilà, vous avez tout. Vous pouvez les regarder. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter parce que très souvent, j'envoie des informations sur ce que je fais. Voilà, vous avez toutes les infos sur ce que je fais. Je fais régulièrement des conférences tous les 15 jours. Et après, je les rediffuse sur la chaîne. Comme ça, vous pouvez revoir plein de conférences dont j'ai parlé, mais je ne peux pas tout développer tout le temps. Donc, allez les écouter si l'aventure vous tente. Ben voilà, merci à vous de m'avoir suivi et puis à bientôt.